Pourquoi certains économistes craignent une très grosse crise économique mondiale? Éric Zemmour qui ne compte pas arrêter la politique, des pizzas potentiellement empoisonnées encore en vente ou encore la disparition d'Internet Explorer, programme chargé aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, merci, vous êtes de plus en plus nombreux, je l'ai vu hier, à écouter maintenant ce format donc en version podcast audio. Si jamais vous le savez pas, ce format des actus du jour est aussi disponible en version audio, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, bref, toutes les applications. Vous pouvez taper Hugo Décrypte et vous abonner pour recevoir comme ça directement le podcast. Ça peut être pratique par exemple pour écouter ça dans les transports, le métro, sous la douche le matin, bref, ce que vous voulez, n'hésitez pas. La version audio est disponible et visiblement ça vous plaît. Allez, on commence avec le sujet principal de ces actus du jour. On va donc s'intéresser à la menace d'une crise économique de grande ampleur, une crise qui pourrait être encore plus violente que la crise économique de 2008. On va voir donc ce qu'il en est et vous allez le voir, c'est un sujet absolument majeur. Alors ces avertissements, ils viennent de nombreux économistes et de nombreuses institutions financières, notamment aux États-Unis ou encore en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, la Deutsche Bank qui prédit une récession mondiale majeure. Une récession mondiale, c'est donc une croissance économique inférieure à zéro qui est donc négative. Alors vous allez peut-être me dire que depuis le Covid, en soi, il y a déjà une crise économique, puisque en 2020, l'arrêt brutal de la production et des échanges à l'échelle mondiale avait sévèrement impacté l'économie mondiale. La preuve, c'est qu'en 2020, on avait observé dans plein de pays une chute du PIB. Le PIB étant aujourd'hui, même s'il est quand même contesté, l'un des principaux indicateurs économiques qui mesure toutes les richesses qui ont été créées en un an dans un pays. Alors en France, on a connu récemment une récession. Le PIB a chuté de 7,9% en 2020 et c'est dans la moyenne en fait des autres pays européens. Même la Chine d'ailleurs en 2020 n'a pas été épargnée par cette crise, alors que le PIB augmentait de plus de 7% en moyenne en Chine depuis 10 ans, et bien il n'a augmenté que de 2% en 2020 et pour la Chine forcément c'est un changement majeur. Et à noter au passage, même si jamais je voudrais pas tout compliquer, mais quand même c'est important de saisir la nuance que récession n'est pas à confondre avec décroissance. La récession c'est donc en fait une baisse du PIB sur une période donnée, tandis que la décroissance c'est en fait plus largement un concept porté surtout par une partie de la gauche qui prône bien la baisse notamment de la consommation. Bon, le truc c'est que après 2020 il y a eu donc forcément 2021 et en 2021, une fois que les vagues les plus sévères de Covid sont passées, la plupart des économies mondiales ont rebondi et ont retrouvé la croissance puisque les entreprises et les gens ont petit à petit recommencé à produire et à consommer plus ou moins comme avant. Par exemple en France, la croissance économique, donc la croissance du PIB, a été de 7% en 2021 et la France a donc retrouvé son niveau de PIB d'avant le Covid. À ce moment-là, eh bien, la plupart des institutions financières étaient plutôt optimistes pour la suite et prévoyaient que cette croissance allait continuer en 2022 et puis en 2023. Le truc c'est que cette année, eh bien, l'économie mondiale est encore en difficulté, notamment en raison de trois choses majeures qui sont tombées vraiment ces derniers mois. La première raison, c'est donc la guerre en Ukraine, on en a beaucoup parlé, qui a poussé les pays occidentaux, l'Union européenne, les États-Unis notamment, eh bien, à prendre des sanctions contre la Russie. Et forcément, eh bien, tout ça a pu perturber l'économie mondiale. Et au-delà de ça, la guerre en Ukraine a aussi entraîné eh bien, un ralentissement, voire un blocage des exportations qui viennent notamment de la Russie ou encore de l'Ukraine. Puis la guerre a aussi perturbé notamment les exportations mondiales de blé puisque la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations mondiales de blé et donc cet arrêt complet quasiment du jour au lendemain a perturbé grandement l'économie mondiale. L'autre raison de cette perturbation en ce moment qu'on peut aussi noter, c'est le fait que, et là c'est pas forcément évident, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est le fait que la reprise économique a été trop importante d'un coup après le Covid. En fait tout le monde s'est remis à consommer plus ou moins comme avant très rapidement, sauf que eh bien, les entreprises ont eu du mal à adapter leur production pour faire face à la demande. Enfin, troisième raison qu'on peut observer pour comprendre ce dérèglement, c'est le Covid qui est toujours quand même présent en Chine. On a beaucoup parlé de la situation à Shanghai qui était complètement verrouillée, la ville de Shanghai, pendant de nombreux mois. Tout ça peut avoir pour conséquence de paralyser là aussi une partie de l'économie puisque la Chine est à l'origine de 19% de la production mondiale de marchandises. Bref, tout ça semble avoir été le point de départ de pas mal de choses et notamment d'une forte augmentation du niveau général des prix. C'est ce que l'on appelle donc l'inflation. Généralement, les économistes estiment que dans une économie qui serait en bonne santé, l'inflation sur un an pourrait être d'environ 2%. Or là, on est très loin des 2%. Aux États-Unis par exemple et en Europe, l'inflation sur un an va se situer plutôt aux alentours de 10%. Et cette inflation, elle est portée notamment par une explosion des prix de nombreuses matières premières qui sont essentielles. Par exemple, le prix du blé a augmenté de 55%
35% en un an avec donc notamment la guerre en Ukraine, mais aussi d'ailleurs des sécheresses dans un certain nombre de pays. Et puis le prix du pétrole a augmenté de près de 70%, tout comme ceux de nombreux métaux ou encore de denrées alimentaires. La première conséquence donc c'est l'inflation. La deuxième conséquence c'est le retour probable d'une récession importante à l'échelle mondiale. C'est ce que craint notamment la Banque mondiale. En effet, ces ralentissements ils ont un peu un cercle vicieux. On a une inflation qui entraîne une crainte des acteurs économiques, qui peut entraîner donc un ralentissement de l'économie et ainsi de suite. Et donc on peut rentrer d'une certaine façon dans ce cercle vicieux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là je parle beaucoup d'indicateurs économiques en tout genre, mais tout cela a des conséquences très concrètes sur la vie des gens et ce dès maintenant. Déjà dans un certain nombre de pays en développement, notamment certains pays en Afrique, on observe une crise humanitaire et alimentaire. Et d'ailleurs pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette crise risque de déclencher, je cite, une vague sans précédent de faim et de misère. Ensuite, dans des pays plus développés, cette crise pourra entraîner une crise du coût de la vie avec forcément un impact très fort sur la population. Bref, tout ça pour dire que la situation économique aujourd'hui est très instable et elle crée une menace de crise à long terme. Il faut aussi rappeler que tout ça s'inscrit dans un contexte où les experts de l'Organisation des Nations Unies pour le climat, donc les experts du GIEC, appellent à transformer vraiment cette économie pour l'adapter au changement climatique et donc changer drastiquement des façons de produire ou alors de consommer. Tout ça rajoute forcément un défi supplémentaire, si ce n'est d'ailleurs le plus gros. Bref voilà, c'est pas forcément l'actualité le plus positive, mais ça me semblait important de faire le point sur ce qu'il en est réellement et sur les enjeux sur ces questions-là. J'espère que c'est clair avec cette petite explication. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. En tout cas, on continuera à en reparler évidemment dans ces actualités du jour sur YouTube et en podcast, ou alors notamment sur Instagram sur le compte Hugo Décrypte. Allez, on continue avec les actualités en bref. Et d'abord, cette première information en France, l'ex-candidat à la présidentielle et maintenant aux élections législatives, Éric Zemmour, ne reprendra pas son rôle d'éditorialiste pour la chaîne CNews ou alors pour le journal Le Figaro. C'était pourtant ses activités, parmi ses activités en tout cas principales avant qu'il ne se lance en politique. Selon son entourage, malgré ses défaites donc à ces deux élections, il souhaiterait continuer la politique au sein du parti Reconquête qu'il a créé. On verra donc évidemment ce qu'il en est. Deuxième actualité, la marque Buitoni, qui est au cœur d'un scandale sanitaire en ce moment suite à la découverte de la bactérie E. coli il y a quelques semaines dans certaines de ses pizzas surgelées, continue de vendre ses produits dans certains supermarchés encore aujourd'hui. En fait, selon RMC, des pizzas de leur gamme Fresh Up seraient toujours en vente, notamment dans des magasins donc Franprix, et ce alors qu'elles sont interdites depuis 3 mois dans le pays. Alors c'est sûrement pas une volonté en soi de la marque Buitoni, mais quoi qu'il en soit, après ces révélations, Franprix a donc annoncé que tous ces magasins allaient être recontrôlés dans les 48 heures et par ailleurs que des sanctions seraient prises contre les gérants qui ne respecteraient pas les obligations réglementaires. Crime actualité désormais, le propriétaire du site pornographique français Jackie et Michel et 4 autres personnes de son entourage ont été placés en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une enquête pour complicité de viol, agression sexuelle et proxénétisme. En fait, cette enquête a été ouverte en juillet 2020 après un signalement de plusieurs organisations féministes qui ont relayé en fait les témoignages de plusieurs actrices qui assurent avoir été contraintes à des pratiques sexuelles parfois douloureuses et ce alors qu'elles n'étaient pas consentantes pour un certain nombre de ces actes. Alors il faut savoir qu'un autre site pornographique avait été condamné pour des mêmes faits il y a quelques mois. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Mais c'est donc une nouvelle affaire qui illustre des problèmes très graves dans une partie de cette industrie. Dernière actualité plus légère pour terminer, le navigateur Internet Explorer va disparaître officiellement ce mercredi. Alors Internet Explorer, c'est évidemment un logiciel de Microsoft qui a été lancé en 1995 et qui était en fait installé par défaut au départ sur tous les ordinateurs Windows. Et donc c'était une époque où il n'y avait pas encore Firefox ou encore Safari et Google Chrome. Et donc forcément Internet Explorer c'était clairement la star des navigateurs. Bref, désormais ce navigateur coûte trop cher à maintenir à jour et surtout il a été remplacé par le navigateur Microsoft Edge, un navigateur qu'on peut retrouver sur tous les ordinateurs Windows depuis 2016. Mais enfin donc c'est la fin d'une ère avec donc la fin d'Internet Explorer. Écoutez, voilà tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous donc sur la version podcast des actus du jour. Si vous voulez écouter ce même format en version audio dans le métro ou autre, abonnez-vous, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous tapez Hugo Décrypte et à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver le podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.